La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Cet été, vivez l'expérience des Lumières sous terre. Participez à une rencontre unique avec l'histoire minière de Thetford et les gens qui l'ont façonnée. Assistez d'abord à un spectacle immersif et sensoriel où le passé se mêle à l'émotion pour créer un moment de pur émerveillement. Explorez ensuite des stations découvertes révélant les aspects enfouis de la vie et du travail des mineurs. 1 heure entre ombre et lumière au centre historique de la mine King, KB3. Réservez votre visite dès maintenant. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Débutons par un reportage que notre équipe a tourné à la salle pro-mutuelle du Cégep de Thetford Mines, le Salon des organismes communautaires. Allons rejoindre M. Guy Jacques pour ce reportage. Nous sommes aujourd'hui au Salon des organismes qui se déroule à la salle pro-mutuelle du Cégep de Thetford sous le thème « À la rencontre de notre communauté ». Je suis en compagnie de Philippe Tétrault, qui est agent de développement communautaire au sein de la Corporation de développement communautaire ici à Thetford Mines, et de Maxime Gagnon, intervenante communautaire au sein du C3S. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Ça va être un beau salon qui promet, je crois bien. Oui, on a eu une belle réponse là, des kiosques, des participants, des exposants. On a fait une belle campagne de promotion, donc je pense que la population va répondre présente encore une fois cette année. Il y a un beau partenariat avec le Cégep de Thetford. Là. C'est une nouveauté cette année. Okay. Parce qu'avant, ça se tenait pas ici du tout. Là. C'était à la Cache du Domaine, puis c'était une nouveauté cette année, un beau partenariat avec le Cégep. Quelle est l'importance du Salon des organismes, selon vous? C'est sûr que le Salon des organismes, il y a comme 3 objectifs principaux. Il permet aux organismes communautaires de nécessairement donner de la visibilité, de présenter leurs services à la communauté. Ça leur permet également de réseauter entre eux autres. Donc, les organismes peuvent se déplacer de table à table, d'aller discuter, d'aller apprendre un peu les services des autres. C'est un beau moment pour ça. Puis, il y a aussi beaucoup d'organismes qui vont chercher des bénévoles pour les aider à accomplir leur mission. Donc, c'est les 3 principaux objectifs du Salon des organismes pour les organismes. Oui, puis du côté de la population, bien, comme Philippe vient de le mentionner, c'est sûr que de connaître les organismes d'ici, bien, des fois, ça peut nous intéresser, nous impliquer, mais également d'aller chercher là, les services qu'on aurait besoin ou même qu'on ne connaît pas, qui sont disponibles dans la région. Fait que ça, c'est vraiment bien. Puis également, bien, juste de venir faire le tour, de rencontrer tout le monde, de socialiser puis de connaître ce qui se fait dans notre belle région. Je pense que c'est l'occasion idéale, en effet, pour découvrir tout ce qui se passe côté organisme ici. On parle d'une cinquantaine d'organismes qui sont présents. Est-ce que ça représente pas mal l'ensemble de tout ce qui existe dans la région? Non, on parle de 50 organisations parce qu'on a certaines organisations qui ne sont pas du communautaire nécessairement. On a fait ce choix-là, le comité organisateur, depuis plusieurs années parce que ça permet d'avoir des organisations qui donnent des services. On a entre autres le CIS, on a le réseau, la Sûreté du Québec, on a différentes organisations, on a le SARCA, qui donnent des services directs à la population. Donc, on trouvait ça logique de les inclure malgré tout. Donc, on parle de 50 organisations, mais non, on n'a clairement pas couvert l'ensemble des organismes communautaires. On n'a pas tant de ça d'organismes communautaires en sport, on n'a pas tant d'organismes communautaires en culture. C'est une sphère qu'on touche moins par le salon, mais qui serait disponible, qui serait possible aussi d'avoir. C'est juste qu'à un certain moment, là, on a une limitation physique là, par le salon. Je peux comprendre, oui. Quelle est la situation des organismes, selon vous, dans la région? Alors, c'est une vaste question. Oui. À chaque fois que tu me la poses, je te fais toujours la même blague. Je demande toujours, c'est ça, si on a plusieurs heures. Ça n'a pas beaucoup évolué, malheureusement, dans les derniers mois, dans les dernières années. Il y a toujours des difficultés. Au niveau de la gouvernance des organismes, c'est toujours complexe. Il y a beaucoup de démobilisation des conseils d'administration. Donc, on travaille fort à ce niveau-là. Le financement est toujours, encore une fois, un problème dans les organismes communautaires. On a besoin de plus. Pour faire plus, ça prend plus de fonds. Donc, si on était capable de pallier ces 2 dimensions-là, c'est sûr que le communautaire se porterait beaucoup mieux. Là. Oui, bien en fait, moi, c'est sûr qu'au niveau du CI3S, l'organisation communautaire, on vient offrir du soutien aux organismes, souvent en collaboration avec la CDC. Donc, on le voit là, qu'il y a des besoins, notamment au niveau de la gouvernance, au niveau du bénévolat aussi, des organismes qui sont en besoin, effectivement. C'est vrai qu'au fond, au niveau des organismes, on retrouve beaucoup de choses.
C'est vrai que les difficultés, ceux que je rencontre, c'est toujours un peu la même chose finalement qui se produit. Et j'imagine que c'est pas tout le monde qui peut être ici non plus, du fait qu'ils n'ont pas de représentants qui peuvent se déplacer. Sinon, ils laissent leur bureau vide d'une certaine façon aussi. Écoutez, c'est la 3e édition. Quelles retombées avez-vous pu observer dans les éditions précédentes? Bien, au niveau des organismes, comme je disais tout à l'heure, on a vu des belles collaborations naître du salon. L'année dernière, il y a des organismes qui ont discuté entre eux, puis ça a mené à des projets communs. Il y a aussi d'autres organismes, comme je disais encore une fois, qui ont récolté des listes de bénévoles. Donc, ça les a permis de maintenir à flot certains services grâce à la présence bénévole. Puis, les retombées au niveau de la population, bien nécessairement, plus le communautaire est connu, plus les gens qui ont besoin de ces services-là vont être capables d'y avoir accès. Donc, on l'a vu là, dans les retombées. Oui, en fait, là, c'est ça, vraiment du beau réseautage, de la connexion, puis partage d'outils aussi, là, ça, on le voit là, avec les organismes communautaires. Des fois, ben, nous, on le fait de telle manière, puis par les discussions, fait que c'est vraiment un beau moment d'échange. Puis la population, bien, des fois, on a vu beaucoup de gens qui venaient s'impliquer aussi. Fait que peut-être une augmentation du nombre de bénévoles. Là. Ça n'a pas été chiffré, mais je pense que ce type de salon-là vient vraiment faire une différence à ce niveau-là. Oui, puis je pense que ça aide beaucoup la population à prendre connaissance de tout ce qui est disponible pour eux. Oui, mais je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très bon salon. Dimanche dernier avait lieu une étape importante de l'élection municipale dans les 1100 villes et municipalités du Québec, à savoir le vote par anticipation. Dimanche prochain, le 2 novembre, aura lieu l'élection générale de cette élection municipale. Dans la MRC des Appalaches, il y aura élection à la mairie dans les municipalités de Beaulac-Garbé, East Broughton, Irlande, Kenners Mills, Sacré-Cœur de Jésus, Saint-Adrien d'Irlande, Saint-Joseph de Coleraine et Saint-Pierre de Bretonne. C'est donc un rendez-vous. Également, il y aura élection des conseillers municipaux le 2 novembre prochain dans chacune de vos municipalités. Depuis quelques années, la ville de Thetford Mines a investi beaucoup de temps et d'efforts pour stimuler son développement économique. Par conséquent, un record historique a récemment été franchi alors que la valeur totale des permis de construction et des certificats émis a atteint plus de 90 300 000 $ pour les 9 premiers mois de l'année 2025. Selon le plus récent rapport du Service de l'urbanisme et du développement économique, cette performance illustre la vitalité économique et résidentielle de la ville de Thetford Mines. Portée par des projets d'envergure dans plusieurs secteurs d'activité, notamment le résidentiel multifamilial et le secteur industriel, qui cumulent à eux seuls une part importante de la valeur totale déclarée. M. Luc Rémillard, directeur du service d'urbanisme et de développement économique de la ville de Thetford Mines, a souligné que ce résultat exceptionnel témoigne de la confiance des promoteurs, des entrepreneurs et des citoyens envers le développement de la ville de Thetford Mines. Il a poursuivi en mentionnant que chaque permis délivré représente un investissement concret dans l'avenir de notre milieu de vie. Le seul mois de septembre 2025 se distingue avec 123 permis octroyés pour une valeur totale de 32 600 000 $. En septembre 2024, en comparaison, ce sont 96 permis qui avaient été délivrés pour une valeur de 6 millions de $. Cette progression démontre donc la vigueur du marché local ainsi que la volonté des investisseurs et des citoyens de concrétiser leurs projets à Thetford. En 2024, la valeur totale des permis pour les 9 premiers mois de l'année
s'élevait à 76 300 000 $, ce qui représente une hausse pour 2025 de près de 18 %. Cette croissance constante confirme la tendance observée depuis 2021, voulant que Thetford s'impose de plus en plus comme un pôle régional attractif pour l'investissement immobilier, industriel et commercial. Le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, se réjouit de cette progression. Thetford Mines attire, se transforme et inspire confiance. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Ils confirment que la ville poursuit sa modernisation et que nos efforts collectifs, qu'il s'agisse de revitalisation, de soutien aux promoteurs ou d'amélioration de nos infrastructures, portent fruit. Le service d'urbanisme et de développement économique rappelle que ces résultats tiennent compte de l'ensemble des permis émis pour les 9 premiers mois de 2025, couvrant les 5 grands secteurs du territoire, à savoir Thetford Sud, Black Lake, Robertsonville, Pont-Brillant et Thetford Mines. Les délégués de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches somment l'organisme à but non lucratif Express Beauce Mégantic de respecter la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, connue sous l'acronyme CPTAQ, initialement émise en 2021. La Fédération, l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce, le syndicat de l'UPA de Beauce-Centre, ainsi que le syndicat de l'UPA de Beauce-Sartigan appuient également les démarches de la Commission de protection de territoires agricoles du Québec visant à faire respecter sa décision quant au corridor Express Beauce-Mégantic. Contesté sans succès par cet organisme ainsi que par la Fédération québécoise des clubs quad au tribunal administratif du Québec en 2022, ainsi qu'en Cour du Québec en 2024, la décision de la CPTAQ, initialement rendue en 2021, n'est toujours pas respectée sur le terrain. Ce non-respect de la décision, soit l'entrave à l'accès sans autorisation particulière de EBM aux lots agricoles et forestiers à des fins d'activités agricoles et forestières, des véhicules agricoles et forestiers comme les camions, remorques, tracteurs et machineries de nombreux propriétaires cause des pertes financières substantielles aux propriétaires impactés depuis plusieurs années. M. James Allen mentionne que les productrices et producteurs agricoles de la province autorisent, dans un climat de collaboration et de saine cohabitation, des quadistes et des motoneigistes à traverser sur leurs terres agricoles partout au Québec. En contrepartie, Express Beauce Mégantic, avec la complicité de la Fédération québécoise des clubs de quad, entrave l'accès des lots agricoles et forestiers, contrairement à la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. M. James Allen, président de la Fédération de l'UPA de Chaudière-Appalaches, ajoute que ces agissements sont non seulement inacceptables, mais ils témoignent d'une ingratitude envers les agriculteurs et les agricultrices qui accordent des droits de passage. M. Allen poursuit en mentionnant « Nous sommes évidemment favorables à l'utilisation récréo-touristique
du corridor express Beauce-Mégantic, mais comme le stipule la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sans empêcher les propriétaires agricoles et forestiers de traverser le corridor pour accéder à leur lot avec les véhicules nécessaires, et ce, sans autorisation particulière de EBM. Le mode de gestion promu par cet organisme a été jugé inadéquat. L'organisme en question doit maintenant respecter les lois et institutions qui déterminent les justes règles de cohabitation entre les différents usages du territoire, d'affirmer également M. Guillaume Fortin, président du syndicat de l'UPA de Beauce-Centre. Dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération de l'UPA de Chaudière-Appalaches, quelques 200 délégués se sont réunis au centre Castel de Sainte-Marie afin de faire le bilan de la dernière année et de discuter des priorités à venir. Cette année d'élection a mené à la réélection sans opposition de M. James Allen à la présidence, de Mme Natacha Lagarde au poste de première vice-présidente et de M. René Roy comme deuxième vice-président. En avant-midi, les participantes et participants se sont prononcés sur les résolutions qui orienteront les actions de la Fédération au cours de la prochaine année. Les échanges ont été nombreux et dynamiques, abordant notamment l'entretien des cours d'eau en milieu agricole, la protection des productrices et producteurs face à la prescription acquisitive, l'élargissement de l'accès au programme de soutien à la relève, ainsi que l'amélioration du programme des travailleurs étrangers temporaires. D'autres sujets tout aussi importants ont également été discutés, notamment certains dossiers régionaux, comme celui d'Express Beauce-Mégantic, comme mentionné précédemment, témoignant de la diversité des enjeux qui touchent le milieu agricole. Enfin, les membres ont échangé sur le nouveau régime de cotisation, un dossier structurant pour l'avenir du syndicalisme agricole. Lors de son allocution, M. James Allen, président de la Fédération régionale, a rappelé les nombreux défis auxquels fait face le secteur agricole et forestier, insistant sur la nécessité d'y répondre collectivement. Il a exprimé ses préoccupations à l'égard des tarifs douaniers qui fragilisent la compétitivité de plusieurs filières, notamment celle du bois d'œuvre, déjà touchée par les droits imposés sur les marchés d'exportation. Il a également évoqué le projet de loi numéro 112 qui vise à faciliter la libre circulation des biens et de la main-d'œuvre entre provinces, tout en soulignant que ce projet devra tenir compte de la réciprocité des normes et prévoir un allègement réglementaire afin d'éviter de désavantager les producteurs québécois. Le président James Allen a aussi rappelé l'importance de maintenir un équilibre entre les ambitions environnementales et la viabilité économique des entreprises agricoles dans le cadre du système de plafonnement et d'échange des droits d'émission. Enfin, il a fait part de ses inquiétudes face à la détérioration rapide des revenus agricoles qui pourrait devenir négatif en 2025, une première en près d'un siècle, et a déploré le manque de concertation du ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec avec le milieu agricole. Mentionnons que les gouvernements à travers le monde consacrent en moyenne
2 de leurs dépenses à leur agriculture, alors que les soutiens québécois et canadiens ne dépassent toujours pas 1 La cérémonie du jour du souvenir se déroulera dimanche le 9 novembre prochain à 13h30 au centre-ville de Thetford Mines, à la place du Cénotaphe, à l'intersection des rues Notre-Dame et Saint-Alphonse, avec la participation des dignitaires de notre région, des vétérans, des militaires originaires de la grande région de Thetford, ainsi que de l'escadron 775 Kiwanis des cadets de l'air. Lors de cette cérémonie, un hommage particulier sera rendu au courage et au dévouement des femmes et des hommes qui ont fait le sacrifice suprême de leur vie pour leur pays, que ce soit lors de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée, de la campagne d'Afghanistan et des nombreuses missions canadiennes à l'étranger. Ces soldats sont morts au champ d'honneur et nous devons continuer à nous souvenir de leur sacrifice ultime pour préserver notre liberté d'aujourd'hui. De mentionner M. Claude Nadeau, qui, année après année, assume l'organisation de l'événement à Thetford Mines. À l'approche du jour du souvenir, il y aura vente des coquelicots à Thetford Mines les 30 et 31 octobre. On pourra se les procurer au IGA, au Super C, au métro secteur Black Lake, au Walmart et dans les Tim Hortons. Les vétérans, bénévoles et cadets de l'escadron 775 Kiwanis de l'aviation royale canadienne seront sur place dans ces endroits. Le match bénéfice des anciens Canadiens au profit de la maison de fin de vie Les Couleurs du Vent aura lieu le 1er novembre au centre Mario Gosselin de Thetford Mines. Le comité organisateur a finalement dévoilé l'alignement des joueurs de l'équipe des anciens Canadiens qui affronteront l'équipe locale routier électricien. À quelques jours de l'événement, la fébrilité se fait sentir à Thetford Mines alors que la venue des anciennes étoiles de l'équipe montréalaise est imminente et nombreux sont les partisans qui attendaient impatiemment de connaître le nom des joueurs composant l'alignement. Mentionnons l'avenue du numéro 33, le gardien de but Richard Sévigné, le numéro 6, Oleg Petrov, le numéro 25, Mathieu Dandonneau, le numéro 26, Pierre Dagenet, le numéro 27, Lucien Deblois, le numéro 29, Jesse Bélanger, le numéro 43, Michael Chaput, le numéro 44, Stéphane Richer, le numéro 55, Francis Bouillon, le numéro 57, Martin Saint-Pierre et finalement l'entraîneur de l'équipe, Steve Bégin. De plus, le partenaire présentateur, Martin Routier, compte également sa place dans l'équipe au sein, ou plutôt aux côtés d'Adam Patry et de Frédéric Boucher, qui agit en tant qu'entraîneur adjoint des anciens Canadiens, parrainé par le Centre de santé dentaire de Thetford Mines. Mentionnons enfin pour terminer une fin de semaine très chargée pour le diffuseur de spectacle Tram, à savoir vendredi, Les Jardins dérangés par Andréane A. Mallette, samedi, la pièce de théâtre La Géante, inspirée de la carrière de l'unique Rose Ouellette, et finalement, dimanche soir à 19h,
un événement unique, à savoir la venue du groupe Océlie, formé de 8 violoncellistes provenant des 4 coins de l'Europe. Alors, ce groupe était venu il y a quelques années à la salle du Sceau. Alors, c'est sous le thème des grandes trames sonores de films que Océlie se produira. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.